Rebecca, est-ce que tu pourrais me parler déjà de ce que tu fais, de ce que tu fais en ce moment, on va dire, d'un point de vue professionnel. Alors tu peux te présenter de manière personnelle aussi, mais je pense que c'est intéressant que tu nous expliques déjà comment tu t'occupes, comment tu gagnes ta vie, comment tu apportes du positif aux gens avec lesquels tu interagis. Vas-y, je te laisse te présenter. En fait, dans la sémantique actuelle, on définit ce que je suis comme, entre guillemets, une slasheuse. C'est-à-dire que j'ai plusieurs activités qui tournent autour de mes intérêts. Je suis en activité principale, je fais du conseil interne chez EDF. Je suis dans un cabinet de conseil interne et je travaille pour les entités du groupe toutes, dans l'hydraulique, dans le nucléaire, dans le commerce, sur des problématiques de conseil liées à la qualité de vie, la santé au travail, euh, les évolutions de posture, l'animation de collectifs, enfin plein de choses en fait autour du conseil. Euh, et globalement d'ailleurs, je te dirais que je suis une accompagnante parce que cette activité d'accompagnement, je la développe aussi en coaching. Je suis coach certifiée et j'interviens à la fois en indépendante et à la fois en bénévole euh, pour une association de femmes et également dans un collectif d'accompagnants libres et conscients. Donc voilà, ça c'est ma deuxième activité, le coaching, l'accompagnement. Euh, et puis j'ai oublié dans la première activité de te dire que je fais de la formation aussi beaucoup sur les questions que j'évoquais avant. Euh, voilà. Et puis par ailleurs, je suis podcasteuse et j'ai créé un podcast qui s'appelle Histoire pour les grandes personnes, au pluriel, histoire. Et dont l'idée, c'est toujours d'accompagner, mais là, d'accompagner la réflexion, l'émotion, la reconnexion à soi, en prenant appui sur des histoires très courtes. Je suis en général dans un format qui peut aller de 5 à 12 minutes. Et pour moi et pour ceux qui écoutent, c'est un espace de plaisir, d'écoute, de vraiment de connexion à soi, de moment pour soi. Euh, voilà. Et qui est dans un format bimensuel. D'accord, d'accord. Bon, j'ai beaucoup de questions. Vas-y. J'ai déjà beaucoup de questions. Je vais les prendre dans l'ordre où je les ai écrits. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un cabinet de conseil interne? D'accord. Un cabinet de conseil, en général, c'est un prestataire de services sur le conseil. Dans des entreprises qui sont d'une taille très significative, pour certains d'entre eux, il y a des cabinets de conseil internes parce que donc ce sont des consultants, des gens qui font du conseil, mais qui sont salariés de l'entreprise. Tu en avais chez Renault, tu en avais à un moment chez Pôle Emploi, il y en a dans plein de boîtes, parce qu'on considère que ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont à la fois la culture métier, la culture de l'entreprise, la connaissance des processus, des fonctionnements, etc. Et donc ça, c'est un œil un peu interne. Et en même temps, parce que la posture en accompagnement, elle est hyper essentielle, une posture de tiers externe à l'entité qu'ils accompagnent, qui permet de renvoyer des choses, d'être confrontant, de faire des recommandations. Donc, c'est une micro-entreprise à l'intérieur de l'entreprise. C'est comme, c'est pas une filiale du tout, mais c'est du conseil, une entité de conseil, mais qui est animée par des salariés d'EDF, qui sont des consultants D'accord. professionnalisés, etc., etc. Ah, d'accord, d'accord. Ouais, et vraiment, ce que tu as mis en avant, c'est le fait que ces consultants et ce cabinet de conseil interne, c'est important qu'ils soient en partie vus comme des gens extérieurs à l'entreprise. Même s'ils sont salariés par l'entreprise, c'est important qu'ils aient ce recul et peut-être pour les gens qui vont conseiller en particulier, qu'ils aient ce côté, en fait, on n'est pas collègues, quoi. C'est comme C'est ça? une, alors il y a un truc de, c'est pas le pas collègue, c'est la question de la neutralité. En fait, on est collègues parce que moi, je sais aujourd'hui comment fonctionne euh, la prise de décision chez EDF, l'implémentation de nouvelles démarches, de nouvelles postures, de choses comme ça. Donc, on parle le même langage, mais je n'ai pas de lien hiérarchique.
Je peux faire un diagnostic sur des dysfonctionnements en étant neutre parce que ça n'est pas ni mon service ni mon entité. Tu vois, c'est comme si j'étais dans une branche. Je suis dans une branche en fait qui s'appelle l'excellence opérationnelle, qui fait de l'appui aux entités dans le nucléaire, l'hydraulique, j'ai dit, le commerce, le thermique à une époque. Enfin voilà. Et donc en fait, c'est comme si c'était des entités différentes. Et moi, je suis celui qui est, je suis dans une des branches qui est en service ou en appui, qui va s'occuper, par exemple, c'est pas mon entité, mais dans les mêmes divisions dans lesquelles je suis, il y a les gens qui font les fiches de paie, les contrats de travail, et qui fonctionnent comme un prestataire externe. On est des prestataires internes, Ouais. voilà, avec sur le papier et en réalité une vraie liberté d'action et de parole et de renvoi que tu peux plus difficilement avoir quand tu t'adresses au mec qui va te faire progresser ou au contraire qui risque de Ouais. te... Voilà. Donc, Ouais, je vois ce que tu c'est veux dire. ça. Et, et voilà. Et donc, mes activités, c'est celle-là et c'est l'accompagnement en externe aussi. Parce qu'il y a quelque chose justement dans ces grosses entreprises d'un peu consanguin à travailler toujours pour les mêmes publics et que moi j'ai besoin de diversité, j'ai besoin de me nourrir ailleurs, j'ai besoin de faire plus de choses. Mm. Ouais, je comprends, je comprends. Et du coup, un mot qui est revenu plusieurs fois déjà, c'est ce mot accompagner, Ouais. accompagner, accompagnement. Mm. Tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'il est aussi important pour toi? Qu'est-ce qui t'évoque? Voilà. Parle-nous de ce mot. En fait, pour moi, oui, parce que je fais aussi du co-développement professionnel. Et en fait, l'accompagnement, c'est mille et une choses, mais c'est une première chose qui est de l'ordre du soutien, de l'écoute, d'une approche qui permette en fait à celui qui a une problématique d'être entendu, de penser à voix haute, d'être aidé, pas en faisant à sa place, mais en l'aidant à réfléchir, à comprendre, à identifier des pistes, etc. Enfin, des pistes d'action ou des pistes de solution, ou même identifier juste la jeunesse de ses problématiques. Et pour moi, l'accompagnement, c'est ça, c'est s'autoriser à... c'est même pas s'autoriser, c'est créer un espace à un moment sécurisé pour la personne que tu accompagnes, le collectif que tu accompagnes, l'entité que tu accompagnes, qui va lui permettre de solutionner, grandir, avancer, comprendre. C'est ça l'accompagnement. C'est le tiers, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le tiers extérieur. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de jeu d'acteur, il n'y a pas d'enjeu. Donc je peux arriver en étant totalement au service, en disponibilité, en écoute des gens que j'accompagne. Ouais, je comprends. Et après, il y a quelque chose en lien avec qui tu es dans l'accompagnement qui est aussi sur ta capacité ou pas à être confrontant, direct, soutenant, réconfortant, pédagogique. Et c'est toutes les notions que j'aime en fait. Dans la transmission aussi. Parce que même quand je fais de la formation, je monte des formations, pour moi, c'est de l'accompagnement. C'est une façon de favoriser l'apprentissage. Euh, Ouais. l'apprentissage, c'est aider à grandir et à évoluer ou à questionner. Hmm. D'accord, d'accord. Tous ces termes que tu as dit là, confronter, rassurer, enfin, j'en ai déjà oublié plusieurs, mais c'est des choses que tu vas faire. Tu vas te retrouver dans toutes ces situations-là, dans ton métier. Ouais. Et D'accord. partout. Et partout sauf dans le podcast, parce que je compte dans le podcast et je n'ai pas d'interaction dans, dans le support, mais en coaching et en conseil, je suis systématiquement dans ces configurations-là pour une raison simple, c'est que dès lors que tu écoutes quelqu'un ou que tu questionnes quelqu'un, l'idée c'est de générer une interaction euh, vivante et concrète, de réagir
et pas d'être sur une commande, en fait. Une commande, c'est-à-dire? Je ne suis pas là, moi je suis pas... en fait, je suis pas là pour apporter des outils ou faire à la place de quelqu'un. Je suis là pour... Il y a une image qui est souvent évoquée dans le conseil, c'est soit je te file le poisson, soit je t'apprends à pêcher. Ben moi, en fait, je suis là pour apprendre à pêcher à l'autre, et enfin à l'autre. Pas surtout, moi, je suis pas... Mais c'est ça mon souhait, c'est d'accompagner, de faire grandir, et je pense que en fait, et c'est la même chose dans le travail d'ailleurs, la critique, c'est pas la critique d'ailleurs, c'est le questionnement et l'absence de recherche systématique de compromis ou de consensus est intéressante pour aller questionner des choses qu'on n'a pas identifiées. Si je fais toujours plus de la même chose, et si j'ai pas quelqu'un qui vient me voir à un moment en me disant mais t'as pas l'impression que là ça fait, je dis n'importe quoi, mais ça fait 3 projets que tu prends en charge et que ça fait 3 fois qu'il se passe telle et telle chose, t'as pas l'impression qu'il y a quelque chose dans la répétition qui parle d'un dysfonctionnement ou quelque chose, c'est ça confronter, c'est aller voilà. Et ben il y a des chances pour que je n'aide pas ou je n'accompagne pas. En fait, pour moi, aider, c'est aussi confronter. D'accord. Ça n'est pas se mettre d'accord. Ouais. Ok. Bon, ça demandera de la réflexion, ce que tu viens de dire, mais bon, j'ai tellement d'autres questions que je préfère enchaîner sur autre chose là tout de suite. Quand tu m'as décrit ta façon d'accompagner, de coacher, ça m'a fait penser, tu vas me dire si tu es d'accord avec cette analyse, pardon. Ça m'a fait penser un petit peu à la posture d'une psychologue. Est-ce que tu vois des rapprochements? Est-ce que tu vois des différences majeures? Ouais. En fait, c'est souvent un écueil quand je prends des groupes, et dans le monde de l'entreprise et en particulier dans des boîtes, dans des bureaucraties enfin, on va pas le garder bureaucratie, mais dans des organisations type EDF, dans lesquelles le parler du vécu du travail, dans lesquelles aller questionner ces choses-là, etc., et pas une habitude ou pas une culture en fait métier. C'est la première représentation que certains salariés ont de dire mais j'ai un peu l'impression d'être que vous êtes des psychologues et c'est pas le cas en fait. Il y a quelque chose, c'est le métier d'accompagnement, il y a quelque chose qui se rejoint dans écoute, comprendre, questionner, à mon sens. Poser un diagnostic aussi, mais là je parle des diagnostics organisationnels, mais pas avec le même bagage. Moi, ma spécialité, c'est la relation au travail. En fait, c'est comment je comment je vis mon travail et du coup comment je le fais. Et voilà. Et il y a un truc qui est différent avec la formation académique du psychologue, même si par rapport au coaching, tu as raison, il y a plein d'apprentissages, d'apports, de connaissances qui sont tirés des enseignements de la psychologie. Mais je n'ai pas de diplôme de psychologue. D'accord. Oui, d'accord. Donc il y a des parallèles, mais voilà, on n'est pas vraiment. Enfin, et tu veux pas que les gens que tu conseilles te considèrent comme leur psy en fait. En fait, ce que j'observe dans les gens que j'accompagne en coaching et certains managers, c'est que, et c'est le propre de l'accompagnement, tu vas forcément sur des champs où tu livres, enfin, où ils livrent, mais quelque chose de l'ordre de l'intime, de soi, de l'émotion, de la psyché, en fait. Mais c'est la question de ma compétence. Ma compétence, elle est quali sur comment j'écoute, comment je, je comprends, je formule, je questionne, j'interagis, je renforce, je renarcissise, mais je ne suis pas psychologue. C'est-à-dire que, par exemple, il m'est arrivé d'avoir des salariés dont je considérais qu'ils étaient en très grande détresse.
je ne me sens pas en capacité de les accompagner sur un plan psychologique. C'est ça, en fait, la différence. Voilà, on vient de la toucher. Je fais aussi, je Ouais. te l'ai pas dit, mais je fais aussi dans mes accompagnements, maintenant, je suis accréditée par un truc, enfin, je suis accréditée par une approche qui est rare et très précise, qui est la reconstruction post-burnout. Quand tu as fait un burn-out et que tu vas réaccrocher avec le travail. Et en fait, une des étapes de mon diag qui est importante, c'est de m'assurer que la personne, elle est vraiment sortie de son burn-out. Et si elle ne l'est pas, je ne suis pas en compétence, je ne me sens pas en compétence, c'est-à-dire que c'est comment je la sécurise aussi, d'être la bonne personne au bon endroit pour elle. Je peux lui dire, je sens que tu es encore très fragile et j'aurais envie de t'inviter à aller voir un psychiatre ou un thérapeute ou voilà. Euh, je ne sais pas faire ça. Je sais faire du soutien. Ok, Une autre forme de soutien. merci pour la nuance. Mm. Et est-ce qu'on peut décrire tes missions, je sais pas si le terme convient, mais vraiment, est-ce que tu peux nous donner des exemples de choses que tu fais dans le cadre d'EDF, de ton cabinet de conseil vraiment, est-ce qu'on peut rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail Ouais. de Des ceux que tu missions. vas, comment dire, de ceux que tu vas accompagner, CE, Mm. et de tes formations. Qu'est-ce que tu fais en fait dans tes formations? À quoi tu formes? D'accord. En fait, j'ai un champ global, c'est-à-dire un domaine d'expertise global, qui est ce qu'on appelle la qualité de vie santé au travail, et qui travaille du coup sur, voilà, qui va aller toucher la souffrance au travail, le stress au travail, le bien-être au travail, voilà, tous ces champs de ce que le travail peut produire sur les individus en termes de soit santé mentale, soit de ressources pour bien travailler. Bon. Ça, c'est ma Oui, boutique, voilà. Je suis claire pour oui, toi oui, comme ça? Ouais. c'est clair. Après, je vais vouloir rentrer encore plus dans le détail, On mais va pour y le moment, c'est très clair. rentrer. Et dans dans ce champ-là, si je le mettais par opposition, par exemple, je pourrais te dire, je suis dans ce champ-là par opposition à des gens qui vont faire la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières. Voilà. Moi, mon champ, c'est vraiment celui-là, la santé au travail. Euh, ok. Ou des gens qui vont travailler sur des problématiques de recrutement. C'est un autre domaine. Après, quel genre de mission je fais? Alors, je vais faire de la prévention. Et pour faire de la prévention, c'est-à-dire comment on fait pour anticiper ou prévenir ou éviter euh, que le travail ne soit une source de stress ou au contraire qu'il soit une source de bien-être. Et pour faire de la prévention, je vais faire de la formation. Quand je fais de la formation, je vais monter des formations pour des collectifs de salariés, de managers, de membres de CODIR pour leur expliquer, pour faire de la pédagogie et pour leur expliquer à la fois qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vit mal son travail, comment on peut faire pour le détecter, comment on peut faire pour qu'il le vive mieux, comment on accompagne justement un salarié, voilà. Et la prévention, pour moi d'ailleurs, la prévention, c'est toujours, enfin, le premier step, c'est d'arriver à comprendre de quoi on parle. Quand je sais que si je suis un manager et que je ne sais pas, moi, j'appelle je force le trait évidemment, mais j'appelle un salarié 5 fois dans la matinée pour lui demander son rapport, et ben, je le mets dans une forme de tension qui peut être problématique pour lui. Peut-être que si j'ai compris ça, je vais réfléchir à ma posture, à mes agissements. Donc, je fais de la formation pour faire de la prévention. Je le fais aussi autour des sujets qui sont des sujets qui ont du sens aujourd'hui, qu'on appelle l'absentéisme, c'est-à-dire pourquoi à un moment, euh, c'est pas pourquoi un salarié est absent, c'est comment on aurait pu éviter qu'un salarié soit absent en travaillant sur ses conditions de travail. Et ça, c'est encore un autre registre. Si c'est pas clair, tu me dis, je reprécise, Ouais, non, mais mais il y a plein de choses derrière. Il y a plein de choses. Donc, euh, quand tu parles de conditions de travail, quand tu parles de posture aussi, euh,
c'est des termes, moi, qui peuvent m'évoquer deux choses. Ça peut être la posture d'une personne par rapport à une autre, et je vois aussi la posture, bah, comment on se tient, du coup, Ah non, oui, d'accord. voilà. Alors, est-ce que ce que tu traites, c'est les problèmes, on va dire, psychologiques, sociaux, mentaux uniquement, ou est-ce que Oui. tu interviens aussi dans ce qui est dans le monde plus physique, j'ai envie de dire, dans le monde des outils, des bureaux, voilà, c'était ça ma Non, question. je suis pas ergonome. Alors en fait, d'abord, tu as raison sur une chose, c'est que quand on parle euh, de qualité de vie au travail, et ce que tu viens de décrire par rapport aux outils et tout, ça s'appelle les troubles musculo-squelettiques quand ça n'est pas, enfin les TMS, qui sont une vraie Oui. source de voilà. Mais moi, je ne travaille pas, je suis pas ergonome, donc je ne travaille que sur le champ de la santé psychologique au travail. Et quand je parle de Ok. la posture, je pourrais dire dans un terme un peu plus pas accessible, mais c'est le comportement, c'est la modalité de management, quand je dis c'est le comportement d'un manager avec son équipe, c'est le comportement, euh, tu vois. Quand je parle de la posture, comment je pourrais dire autre chose que la posture? C'est pas la posture physique, c'est vraiment l'attitude, tu vois. Ouais, attitude, ok. Ok. Ouais, c'est très Euh, clair. Voilà. Quand je parle des postures managériales, on peut réfléchir. Tu peux avoir des managers qui vont être très cadrant ou au contraire très responsabilisant. C'est ça la posture aussi. C'est comment celui qui dirige ou qui pilote interagit avec ses équipes et qu'est-ce que ça leur fait vivre. Mais il n'y a pas que ça. Et quand je parle des conditions de travail, on parlait des conditions de travail, en fait, ça va recouvrir l'organisation du travail, euh, ce qui se passe dans le collectif, voilà, la charge, le rythme, tout ça. En fait, je vais faire des diagnostics sur toutes ces dimensions-là pour poser comment ça se passe, s'il y a de la souffrance ou s'il n'y en a pas, si on peut améliorer à tel endroit ou pas. D'accord. D'accord. Donc voilà, je fais des formations sur ces sujets-là, je fais des formations sur l'absentéisme, je fais des formations sur... Alors, mais justement, l'absentéisme, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Parce que moi, c'est un sujet, bah, pareil, hein, ça je le répète souvent dans mes épisodes, mais c'est un sujet auquel j'ai jamais pensé jusque-là. Qu'est-ce que c'est que l'absentéisme? Parce que pour moi, l'absentéisme, je vois les arrêts maladie, typiquement. Mais je suppose que dans l'absentéisme, il doit y avoir, ça doit aller plus loin que ça, et il y a des choses qui doivent se cacher derrière. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que on est quand même tout à fait dans le thème de la qualité de vie au travail. On peut supposer que quand il y a de l'absentéisme, alors tu vas nous définir un peu mieux le terme, mais moi ce que je comprends, c'est que l'absentéisme égale mauvaise qualité de vie au travail. Peut-être pas égal complètement, mais il y a un point commun. Donc vas-y, parle-nous un petit peu de ça, s'il te plaît. D'abord, ce que c'est que l'absentéisme, il y a une vraie... euh, il y a un risque de mal comprendre ce mot. En réalité, ce que c'est l'absence qui aurait pu être évitée Ok. par l'amélioration des conditions de travail. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu regardes un panel de gens qui sont absents au travail, ce qu'on sait, c'est que il y a 15% peut-être qui le sont pour un accident du travail. Il y a entre 35 et 45% des gens qui sont absents parce qu'ils sont dans une forme de désengagement. D'accord? Non. Ça ne veut pas dire, attention, il faut faire très très attention à ces notions-là. Ça ne veut surtout pas dire que ce sont des gens qui sont absents et qui ne sont pas malades. C'est pas ça que ça dit. Ça dit que ce sont des gens à un moment qui ont décroché de leur engagement du travail et que on aurait pu, quand je te dis toute absence qui aurait pu être évitée, en travaillant sur les conditions de travail, en allant voir ce qui se passait pas bien dans leur boulot, on aurait pu agir. Et puis, il y a encore 45% des gens, donc tu vois, on doit arriver à peu près aux 100%, qui sont absents pour cause de maladie personnelle. Mais dans la maladie personnelle, tu peux très bien mettre le burn-out, puisque aujourd'hui, c'est pas une maladie professionnelle. Tu peux mettre la dépression, qui peut être liée au travail,
mais qui est une maladie professionnelle, pas professionnelle, pardon, personnelle. Aujourd'hui, dans les arrêts de travail, tu as quelque chose en Europe comme 50 à 60% des arrêts de travail qui sont liés au stress au travail. Donc on est sur des pathologies, maladies personnelles, mais qui sont en fait directement liées au travail. Et donc quand on parle de l'absentéisme, on regarde tout ce qu'on aurait pu éviter ou travailler avant que les gens ne finissent par décrocher du travail. Et c'est ça d'ailleurs la qualité de vie au travail, ou les risques psychosociaux. Moi je parle souvent des risques psychosociaux. C'est ce qui fait la qualité de la relation qu'on a au travail et comment on le vit bien ou comment on le vit moins bien et qu'est-ce qui fait que on est satisfait, pas malade, voilà. Et après, on n'est pas dans le monde des bisounours. Je suis pas en train de te dire que il y a des endroits où le travail est merveilleux, mais je dis qu'il y a quand même des espaces où on pourrait améliorer la qualité de la relation au travail. Et que ça permettrait d'avoir moins d'absents. Voilà. Et les chiffres, tu les retrouves un peu partout. Je t'ai dit l'Europe, mais les États-Unis, c'est pareil, etc. Ah ouais, d'accord. Et du coup, par rapport à ça, on distingue, en gros, tu vas me dire si je me trompe, est-ce qu'on distingue les maladies personnelles et les accidents du travail et que c'est deux grandes catégories et que ça forme un petit peu un ensemble, un 100%? Les accidents du travail, en fait, alors c'est idiot de généraliser, mais je vais le faire parce que c'est obligé, mais ils ont vu leurs chiffres réduire et réduisent au fil des ans parce que c'est un sujet dont on a commencé à se préoccuper début 19e. Et donc ça veut dire que avant, en fait, quand tu allais travailler, si tu te coupais un bras, bah, c'était tant pis pour toi. Et puis si tu bossais pas, bah, c'était tant pis pour toi aussi. Et puis l'entreprise n'était ni responsable, même si c'était un accident du travail, ni en responsabilité, ni en charge de t'accompagner, ni en charge de rien du tout. C'est-à-dire que vraiment, il n'y avait rien autour du travailleur. Mais en fait, évidemment, ça a été réglementé, légiféré, etc., avec la charge pour les entreprises de travailler sur la prévention de ces accidents du travail et avec des sanctions en fait associées. Et donc, du coup, c'est un chiffre qui a réduit, qu'on connaît, qu'on maîtrise. Dans les entreprises, il y a une obligation d'identifier ce que sont les risques professionnels, mais qui est, tu vois, annuel, suivi, réglementé, sanctionné, etc. Et donc forcément, comme c'est un champ sur lequel on a bossé, ben on a baissé. On a baissé ces chiffres-là et ça fait pas 100%. C'est pour ça que je disais les accidents du travail, c'est quelque chose comme 15 à 20% de l'absence. Tout le reste, oui. C'est de la maladie personnelle et professionnelle, mais avec une grande partie de maladies personnelles et des engagements. Et ce qu'on a du mal à mesurer, c'est, je dis n'importe quoi, mais si j'ai bossé dans un collectif où j'étais le bouc émissaire pour une raison XY et que j'ai fini par disjoncter, comment je vais mesurer ça en relation avec le travail? Si on m'a mise au placard et que j'ai plus d'activité et que j'en peux plus, en fait, il y a un état dépressif latent chez moi et qu'un soir en rentrant chez moi, je suis saturée, j'ai un moment d'inattention et il m'arrive quelque chose en voiture, ça va passer pour un accident de voiture, mais c'est directement en lien avec ce que je vis dans mon travail. Je comprends. Voilà. Je comprends. D'accord. Dernier point sur cette histoire d'absentéisme. Absentéisme et absence, du coup on est d'accord, c'est pas la même chose. Absence, c'est quand t'es pas au travail, et absentéisme, c'est quand t'es pas au travail, mais pour des raisons qui, comme tu l'as dit, auraient pu être évitées. C'est ça? Si on avait travaillé en amont sur les conditions de travail, on aurait pu éviter. Et il y a une autre notion qui est... Ouais, pardon, vas-y. Non, donc quelqu'un qui a une grippe, qui est absent pendant une semaine, c'est pas de l'absentéisme. Ben, tu vois, c'est intéressant comme question parce que tu peux avoir quelqu'un qui a une grippe et qui est absent pendant une semaine, et puis tu peux avoir quelqu'un qui a une grippe et qui va dire, ben, écoute, moi j'ai un truc à rendre pendant 10 jours, ça m'ennuie de faire reporter la charge sur les mecs avec qui je bosse,
Donc, je vais bosser de chez moi, mais je vais bosser. D'accord. Voilà, ça a à voir avec son engagement, avec comment il vit son travail, comment il se sent reconnu, valorisé, comment il sait que ce qu'il fait a l'importance ou pas. Et il est malade, mais pourtant il travaille. Donc, c'est pas de l'absentéisme et c'est pas de l'absence. Et ça s'appelle autre chose, par contre. Et c'est Ouais. ça que je voulais te dire, qui est une autre notion qui est extrêmement intéressante. Ça s'appelle le présentéisme. Et dans le Ok. présentéisme, parce que l'absentéisme et la souffrance au travail, en fait, sont des dysfonctionnements qui coûtent extrêmement cher aux entreprises et aux individus, bien sûr. Mais en fait, c'est toujours moins cher l'absentéisme que le présentéisme, qui est je suis malade ou je suis épuisé, je devrais me reposer ou je ne devrais pas venir bosser, mais je viens quand même bosser. Et en fait, cette notion de présentéisme, elle est très difficile à évaluer, elle a été un peu évaluée et on considère qu'elle coûte 2 fois plus cher que l'absentéisme aux entreprises. Parce que quelqu'un qui vient travailler qui ne devrait pas, d'abord il retarde le moment où potentiellement il va vraiment tomber malade. Ensuite, potentiellement, il a un effet de contagion sur ses collègues. Enfin, il y a plein de choses en fait qui vont mesurer que quelqu'un qui est à un endroit où il ne devrait pas être, il peut avoir un effet, un impact, voilà, Bien plus grave, quoi. bien plus coûteux et plus grave, et y compris plus grave pour lui. C'est-à-dire qu'un mec qui aurait dû s'absenter, je dis n'importe quoi, 15 jours pour récupérer je sais pas quoi, une opération du pied, par exemple, et qui pense qu'il est trop indispensable à l'entreprise et que non, il va revenir travailler au bout de 2 jours, et ben potentiellement, parce que c'est des choses qu'on peut négocier avec son médecin, potentiellement, le fait qu'il n'arrive pas à recouvrer correctement ses fonctionnalités, etc., 6 mois après, tu vas le retrouver avec un arrêt de 6 mois ou une réopération ou je sais pas quoi, auquel Hmm. il pourra pas se soustraire. Et tu vois, le lien, en fait, entre j'ai été présent, j'aurais pas dû, il est assez évident. Ouais, je comprends, je comprends. Quel est le rôle des médecins dans tout ce processus, dans ces histoires d'absentéisme, de présentéisme, est-ce que c'est eux qui sont en fait en première ligne de tout ça et qui ont la charge de décider s'ils font un arrêt de travail à la personne, si au contraire ils disent à la personne non, là il faut se reposer absolument. Comment ils sont impliqués là-dedans? En fait, il y a beaucoup de fantasmes autour des médecins et des arrêts maladie. Ouais, Et il y a beaucoup de croyances sur le fait que les médecins délivrent les arrêts maladie un peu comme ça, avec beaucoup de facilité. D'abord, il y a quand on parle des médecins, en tout cas dans l'entreprise, pour moi, ça évoque plusieurs choses. Tu as le médecin du travail, qui est donc le médecin qui définit ton aptitude, ta capacité à être au bon endroit, la conformité de ton poste, de ce que tu fais avec qui tu es ou ta pathologie, etc. Et eux, ils n'ont pas de décision à avoir, ils ont un rôle euh, d'analyse, d'évaluateur, mais ils peuvent pas te prescrire un arrêt, ils peuvent pas, voilà. Mais par contre, ils jugent d'accord. de ta capacité. Si demain, je sais pas, moi j'ai une amplitude horaire limitée, je ne peux travailler que 3 jours par semaine. C'est le médecin du travail qui va dire 3 jours par semaine. Oui, bon, pourquoi pas 3 jours par semaine, voilà. Et de la même façon que quelqu'un qui revient d'une longue absence, le médecin du travail peut participer à la décision de le mettre dans une reprise progressive et lente et pas 5 jours par semaine, etc. Il y a les médecins conseils, mais ça c'est dans des très grosses boîtes, on va laisser tomber. Mais le rôle du médecin, normalement, il devrait prendre en compte en fait l'environnement de travail de la personne, mais il ne devrait pas s'en soucier. Ah, Euh, c'est-à-dire, je comprends pas la nuance. En fait, dans les principes généraux de la sécurité, on considère il faut adapter le travail à l'homme et non l'homme au travail. Vraiment, c'est les bases. Il faut D'accord. adapter le travail à l'homme et non l'homme au travail. C'est les 9 principes généraux de la sécurité. Et en fait, quand je te parle des médecins, pour moi, le médecin, il est là pour juger de la capacité de quelqu'un
retourner au travail et à assurer ce qu'il a à assurer. Si je vais te poser une définition pour que tu comprennes, enfin pas une définition, mais le principe de la souffrance au travail ou du bien-être au travail, c'est le juste équilibre entre tes ressources et tes contraintes. Si à un moment, et dans les ressources, je vais avoir mes compétences, je vais avoir ma vie perso, je vais avoir comment je me sens dans mon collectif, comment je me sens dans mon travail, ce qui me nourrit, ce qui est du positif en fait, ce qui vient Ouais. irriguer mon bien-être ou ma reconnaissance ou le fait que je me sente utile, etc., etc. Ça, c'est les ressources. Et peut-être que c'est d'aller courir tous les jours entre midi et 2. D'accord. Euh, donc, tu as d'un côté les ressources et de l'autre côté, tu as les contraintes. Et dans les contraintes, tu vas avoir la charge, la pression, les délais, justement ce qui se passe dans mon collectif. Si je suis bien dans une équipe, ben, je vis pas du tout mon travail de la même façon que si je m'entends avec personne et que quand je suis emmerdée, je peux m'adresser à personne. Je vais avoir ce que mon travail exige de moi si on reprend ce qui a pu se passer dans les pôles emploi, les trucs comme ça, ou les centres de sécu, quand les gens sont confrontés à la souffrance, la colère, ça génère un niveau de contrainte, d'exigence émotionnelle importante chez moi. Bon, tout ça, c'est les contraintes. L'autonomie, est-ce que j'ai assez d'autonomie? Est-ce que j'en ai trop? Est-ce que j'en ai trop peu? Est-ce que je suis assez responsabilisée ou pas? Est-ce que je peux organiser mon travail comme je veux ou pas? Bon. Tout ça, c'est le champ de contraintes. C'est ce qu'on appelle les facteurs de risque. Et à un moment, c'est comme une balance. Et si mes ressources sont insuffisantes et que mes contraintes augmentent trop, et ben en fait, ce déséquilibre-là, il me met en souffrance. Ce qui veut dire que moi, Rebecca, à 2 moments de ma vie, je suis la même personne, fondamentalement. Mais en fonction de ce que je suis en train de traverser, est-ce que j'ai été obligée avec le Covid, de rester H24 chez moi, préparer à manger, m'occuper de tout le monde, sans espace de bureau, sans... Je suis la même personne, mais mon niveau de ressources, voilà, ce que j'ai pour me permettre de travailler dans les bonnes conditions pour moi ayant changé. Et si potentiellement mon niveau de charge ou de contrainte augmente, je peux être en stress ou en situation difficile alors que je suis la même personne. Ce qui veut dire que tu n'as pas Ouais, une je comprends. personne, voilà. Et c'est vraiment ça la question de la souffrance au travail, où je sais plus, tu me posais une question autour de, je sais même plus quelle était ta question, excuse-moi, mais Non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. voilà. Euh, je vais rebondir sur quelque chose là du coup. Tu as parlé tout à l'heure d'un équilibre entre les ressources et les contraintes. Oui, Tu as dit quelque chose comme ça, ou je me oui, trompe? c'est ça. Non, c'est C'est ça. exactement ça. Le Euh, bien-être ou la souffrance, c'est ça. C'est le bon équilibre entre les ressources de ok, l'individu et les contraintes. d'accord. Alors j'aimerais challenger le terme d'équilibre, et tu vas me Ouais, dire si ça fait sens. ouais, Euh, pour moi, l'équilibre entre les deux, ça va être le point de rupture en quelque sorte. Ça va être le moment où la balance elle est à l'équilibre. Bon, ça peut passer. Là où ça va pas du tout, c'est quand les contraintes sont beaucoup plus lourdes que les ressources. Du coup, bah, là, on est dans une situation potentiellement problématique, dangereuse. Par contre, j'imagine que l'idéal, c'est d'avoir moins de contraintes et plus de ressources. Du coup, d'être dans un déséquilibre, mais dans le bon sens. Qu'est-ce que t'en penses? alors, sur la question des contraintes, il y a encore autre chose à aller re-regarder pour s'assurer que on est dans une problématique de contraintes. C'est est-ce que c'est des contraintes que je subis ou que je choisis? C'est très différent. C'est-à-dire que D'accord. je peux être dans un niveau de contrainte que je choisis. J'ai envie de boire un coup avec Alex tous les matins, tous les lundis matins quand je reviens de week-end avant de commencer ma journée. Alors le dimanche soir, je check mes mails. Comme ça, je sais que quand j'arrive le matin, je peux sociabiliser un peu. Je suis dans une contrainte, je travaille le week-end, mais choisie. Ça, c'est un premier truc. Est-ce que Ok. c'est des contraintes ponctuelles ou qui durent? Ça, c'est un deuxième critère d'évaluation. C'est très important. Au-dessus de 15 jours, en fait, on considère que
la fabrication de l'hormone du stress, elle devient toxique pour l'organisme. C'est-à-dire que par nature, enfin en étant un peu grossière, mais par nature, le stress, c'est ce qui me permet de me défendre sur le papier. C'est si je suis une biche et que arrive un lion, en gros, c'est cette hormone-là qui va me permettre de prendre mes jambes à mon cou et de me barrer. Donc, elle me prévient du danger. En revanche, si elle est actionnée tout le temps, non seulement elle fonctionne plus, mais en plus, elle génère quelque chose de toxique pour mon organisme et elle me met en difficulté. Donc, la durée est importante. Si ça dure au-delà de 15 jours et que je n'arrive pas à remettre de la ressource dans ce temps-là, alors le truc se déraille et part dans le mauvais sens. Donc, subi, choisi, dans la durée, est-ce que j'ai un facteur ou est-ce que j'en ai plusieurs? Tout à l'heure, je t'ai dit l'organisation du travail, le rythme, l'autonomie, ce qui se passe dans le collectif, les exigences émotionnelles. Quand je parle des exigences émotionnelles, je t'ai parlé des gens de Pôle emploi, mais il y a d'autres choses qui vont parler à tout le monde. Quand je dis à tout le monde, c'est-à-dire au plus grand nombre. Aujourd'hui, dans les entreprises, on a beaucoup développé les espaces open space, flex office, où on n'a plus son bureau, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait dans ma relation au travail? Ça veut dire qu'avant, je rentrais dans mon bureau, si j'étais triste, je fermais la porte et j'étais toute seule avec moi et je pouvais. Aujourd'hui, je suis à vue H24 du mec qui est en face de moi et vis-à-vis duquel je dois afficher ou je me sens devoir afficher une attitude, un truc. Ben ça exige quelque chose de moi. Aujourd'hui, avec le télétravail, un peu à outrance, etc., dans les boîtes dans lesquelles on met systématiquement la caméra, c'est la même chose. Potentiellement, tu me demandes. Voilà. Ouais. Et donc, ça aussi, les exigences émotionnelles. Si je suis dans un job où je suis confrontée, je sais pas quoi, à la souffrance, au chômage, en permanence, à une espèce de misère sociale, etc., ça vient travailler des choses chez moi. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs. Il y a l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Avant, tu sortais de ton bureau, tu rentrais chez toi, éventuellement, tu arrivais à côté. Aujourd'hui, tu as l'ordi sur ta table. T'as plein de choses qui font que la frontière s'efface. Ton boulot, c'est chez toi c'est ton boulot. Tu n'arrives plus à retrouver la ressource. Bon, voilà. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à ces facteurs, c'est que quand il y en a un, c'est pas grave. C'est pas parce que j'ai un niveau de charge très important que je vais être en souffrance au travail. En revanche, quand il y en a plusieurs, c'est plus problématique. Parce que si j'ai beaucoup de boulot, que je m'y retrouve pas dans mon équipe, qu'en plus je me sens pas reconnue, je t'ai pas parlé de la reconnaissance, mais que je me sens pas reconnue, que en plus, j'ai besoin de travailler sur ordi, mais la connexion de mon réseau, elle est pourrie. Ça s'appelle de la qualité empêchée. Et ben là, en fait, je suis exposée à un niveau de contrainte, de facteurs qui sont nombreux et qui me mettent en souffrance. Donc, c'est pas seulement la question de équilibre charge, c'est combien il y en a, combien de temps ça dure, est-ce que je les ai voulu ou pas, et mes ressources. Ok, très bien. Tu nous as parlé là du télétravail rapidement. Ouais. Tu peux nous donner ton avis sur le télétravail, ta façon de voir les choses. Est-ce que tu es plutôt pour de manière très globale? Est-ce que tu as un avis plus spécifique? Je pense que ce sera plutôt le cas. Est-ce que tu penses que la période qu'on a vécue et qui a accéléré l'adoption du télétravail, si tu devais regarder dans l'avenir avec une boule de cristal, est-ce que tu penses que ce sera plutôt une bonne chose que ce soit accéléré cette nouvelle façon de travailler, ou est-ce que tu penses qu'on va y revenir très fortement? En fait, j'espère qu'on va en partie en revenir. C'est-à-dire que, alors, il y a la question de mon expérience personnelle en tant que travailleuse et il y a la question de ce que j'observe sur les collectifs de travail qui ont, soit qui avaient déjà expérimenté le télétravail, soit qui ont dû y aller à marche forcée et pour lesquels ça n'était même pas une question il y a 1 an ou il y a 2 ans, mais qui ont dû s'y mettre. En fait, il y a des gens que ça a réconcilié avec le travail, avec la relation aux autres, avec leur engagement, à qui ça a donné
des marges de manœuvre, du temps, de la respiration. Et du coup, en fait, ça a permis à certaines organisations, certaines entités de se rendre compte que la performance des salariés, même quand ils n'étaient pas à vue, quand on les fliquait pas ou quand on n'était pas derrière eux, était aussi bonne, voire meilleure. Parce que pour eux, ils pouvaient travailler dans de meilleures conditions, parce que peut-être ça avait amélioré leur relation avec la personne qui les pilote, etc. Donc il y a eu plein de gains, il y a plein de bénéfices liés au télétravail. Et je pense que ça a permis aussi à beaucoup de gens de se responsabiliser, de découvrir qu'ils avaient de la ressource, d'expérimenter une forme de flexibilité. Bon. Après, il y a un autre problème, c'est que être à distance du travail, c'est être à distance du collectif, c'est être à distance de la vraie vie, c'est être à distance en partie de l'acquisition de la compétence par le mimétisme ou la captation. Si je viens d'arriver dans un job et que j'ai pas encore vraiment les gestes de métier, mais que je suis en face d'un mec qui fait le même job toute la journée, bah, j'apprends en le regardant, en lui parlant, etc. Je n'ai plus ça. Ça a beaucoup complexifié les rapports. Là où je passais une tête dans ton bureau et je te disais, tiens, on pourra prendre 2 minutes pour je sais pas quoi, bah aujourd'hui, il faut que j'aille regarder ton agenda, que je trouve un créneau, que je te fasse une invitation. Donc, pour moi, c'est pas du tout souhaitable que ce soit un standard de travail. Et ce qui m'effraie un peu, c'est que ça génère des gains d'économie importants en termes de loyer. C'était déjà amorcé parce que des boîtes comme Accenture et tout, elles s'étaient installées il y a bien des années avec un nombre de bureaux inférieur au nombre de salariés, en disant vous venez moins, etc. Dans une logique de maîtrise des coûts, ça me va. Mais le problème, c'est que dans les grosses structures, et pas que, je crois, en fait, quand on déploie ce genre de truc, on a tendance à en faire une règle. En fait, tout ce qui sort de l'expérimentation devient une règle, sans l'intelligence, sans l'esprit de la règle. Donc, voilà. Je pense que c'est bien, à condition, tu vois, on revient à la même chose, que ce soit choisi, volontaire, accompagné, etc., etc. Et puis, conditions de logement. Ouais, je vois. Voilà. D'accord. Tu as vu des tendances en termes de public qui acceptaient bien le télétravail, peut-être générationnel par exemple? Est-ce que les jeunes ont plus aimé le télétravail que les anciens? Est-ce que, je sais pas, hommes-femmes, dans certaines catégories de métiers, est-ce que tu as vu des tendances sortir de ça? Dans ce que moi j'ai observé, en fait, pas nécessairement, parce qu'en fait, ce qui a changé avec le télétravail, c'est la sollicitation ou la sursollicitation. Donc, indépendamment de catégories de population type homme-femme, si, même si tout le monde, pour les femmes, il y a une punition terrible, c'est que de façon, dans l'invisibilité du travail de la femme à la maison, bah, il y avait une charge de travail supplémentaire qui était qu'il fallait préparer le repas du midi pour tout le monde, tous les gens qui étaient présents à la maison, et la gestion des courses était encore différente, etc. Et donc, probablement que les femmes, elles ont un regard un peu différent sur les bénéfices du télétravail, parce que ça a été très aliénant pour les femmes, ce télétravail. Enfin, pour les femmes. Je dis pour toutes les femmes, c'est pas pour toutes les femmes. Une nana qui a 1h30 de transport le matin, 1h30 le soir, elle est ravie potentiellement. Bon, voilà, mais et après, en fait, non, les jeunes, les vieux, les jeunes et les seniors, je ne crois pas, parce qu'en fait, c'est la question du lien social qui se pose. Et en plus, comme tous les liens sociaux ont été coupés, et c'est ça d'ailleurs qui va être intéressant à regarder, c'est que avec la phase Covid, tous les liens sociaux ont été coupés, les liens familiaux, les liens amicaux, et donc le fait de sortir du lieu de travail et de la relation aux autres dans le travail, c'est accompagné de sortir de la relation aux autres d'une façon générale. Maintenant qu'on va recommencer à vivre normalement, j'espère, peut-être qu'en réexpérimentant nos relations sociales, familiales, etc. normalement, le fait de vivre l'isolement professionnel sera moins un problème.
Parce que ce que ça a généré aussi, c'est ça. C'est des gens qui disaient, j'en peux plus, j'ai besoin de retourner au boulot, j'ai besoin de revoir mes collègues, j'ai besoin de déconner, donc Ouais, je comprends. voilà. Et donc c'est pour ça que je pourrais pas dire des jeunes, des moins jeunes, euh, ou des femmes, des hommes. Je crois pas en fait qu'il y ait une. D'accord. Bon, mais ta réponse me va très bien comme ça. J'aimerais qu'on revienne sur quelque chose dont tu as parlé. Tu as donné un des principes généraux de la sécurité. Ouais. Tu dois te douter que des mots comme ça me parle. Vu le titre de mon podcast, ça me parle beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça, de ces principes généraux de la sécurité? Donc, si c'est des principes généraux, ça a dû être beaucoup réfléchi, ça a dû être écrit, ça a dû être euh, euh, sélectionné, j'ai envie de dire. Et donc ça m'intéresse bien. Alors attends, parce que honnêtement, je m'en rappelle plus, mais je vais te les dire. Ok, super. Euh, voilà. C'est les principes généraux de la démarche de prévention des risques professionnels. Attends, je vais te les redire pour que tu mets des liens dans ton podcast ou pas? Oui, oui, oui. Ok. Je te les demanderai quand on aura fini Bien. d'enregistrer. Tu me donneras les liens que tu as mentionnés, qui te semblent importants. Et je les Ouais, mettrai en dans les fait, notes d'épisode. Et d'accord. pour ceux qui sont en train d'écouter, les notes d'épisode, à la fin du podcast, à la fin de l'épisode, je vous dis comment les trouver. Oui, je t'écoute. En fait, voilà, c'est encadré la démarche de prévention des risques professionnels. Et en l'occurrence, ça allait sur les 9 grands principes généraux. Donc c'est l'article L412.1.2 du Code du travail. Le premier, c'est qu'il faut éviter les risques et donc supprimer le danger ou l'exposition au danger. C'est les règles en fait qui encadrent la prévention des risques professionnels. Le deuxième, c'est qu'il faut combattre les risques à la source. Le troisième, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il faut adapter le travail à l'homme en tenant compte des différences interindividuelles dans le but de réduire les effets du travail sur la santé. C'est important en fait. C'est adapter le travail à l'homme. Ensuite, tenir compte de Non, mais c'est l'évolution de celui que la tu as dit tout à technique. l'heure et ça m'a vraiment interpellé. C'est pour ça que je te demande d'en reparler parce que parce que ces principes comme ça là, c'est des choses qui ont été vraiment pensées en fait. Et c'est vrai que quand on s'appuie sur ce genre de choses, on part sur de bonnes bases en général. Oui, même si il faut être précautionneux, adapter le travail à l'homme, ça ne veut pas dire permettre à l'homme de tout faire, mais ça veut dire lui donner les bonnes conditions pour qu'il puisse exercer au mieux. Et il ne faut pas se tromper. Il y a une chose, c'est que quelqu'un qui démarre sa vie professionnelle, il est dans une espèce de d'engagement de travail idéal, de ce qu'il va pouvoir faire, de comment il va pouvoir se développer, s'épanouir. Il est dans le désir, il est dans l'envie de bien faire. Et ce qui est dommage, c'est que souvent, en fait, son désir, son envie, son talent ne rencontrent pas l'organisation ou le besoin et qu'il n'est pas, j'allais dire exploité, c'est pas exploité dans le sens c'est exploité, mais utilisé de de la bonne façon. Euh, tenir compte de l'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins. C'est important parce qu'en fait, c'est des choses que tu vas, quand il y a des accidents, ou même quand il y a des contrôles, tu vas regarder quelles ont été les mesures qui ont été prises pour tout ça. En fait, comment on a pris en compte ces principes-là et comment on les a déclinés dans des actions concrètes. Planifier la prévention. Mm-hmm. Et puis, tu vois, je te parlais tout à l'heure des conditions de travail, Okay. etc. Typiquement, c'est des choses dont on s'est saisi que à la fin. La question de la santé mentale au travail, c'est une question qui date des suicides à France Télécom. Enfin, un peu avant, fin des années 80-90. Et en fait, qui a été accélérée dans sa prise en compte par les suicides à France Télécom, à l'issue desquels, au terme desquels, en fait, les entreprises ont été obligées d'évaluer aussi justement le bien-être au travail ou les risques psychosociaux ou la souffrance au travail et de le tracer et d'identifier ce qui pouvait faire souffrance et qu'est-ce qu'on faisait pour éviter ou prévenir ça. Sauf qu'aujourd'hui, les boîtes sont pas encore punies, sanctionnées financièrement sur cet item-là.
Donc elles s'en saisissent plus ou moins bien en fonction de qui elles sont, mais que la Sécu, le gouvernement réfléchit à dire, si vous avez beaucoup de gens en dépression, ou si vous avez 50% de troubles anxio-dépressifs, et que, je dis n'importe quoi, sous 3 ans, vous n'arrivez pas à baisser ce taux, etc., et potentiellement, on va vous mettre des sanctions financières, comme on l'a fait pour les accidents du travail classiques. Des boîtes qui ont trop d'accidents, elles sont pénalisées dans leur cotisation. Donc planifier la prévention, je crois que je te l'ai dit, donner la priorité aux mesures de protection collective et donner les instructions appropriées aux salariés. Bon, voilà. C'est des infos que vous trouverez sur le site de l'INRS, voilà, plutôt très bien fait et très accessible. Ok, très bien. Merci d'être revenu sur ce point, moi qui m'a interpellé en bien, parce que ça, le fait qu'il y ait ce genre de choses présentées de manière claire et aussi simplifiée que possible, moi je pense que ça correspond à ma façon de penser la communication et l'éducation, donc je trouve ça super. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, me dire comment t'es arrivé à EDF typiquement? Waouh. En fait, j'ai commencé ma vie professionnelle dans la communication. J'ai travaillé à Radio France et à la direction de la com, et après j'ai bossé dans des agences de com où j'ai fait du conseil. Donc tu vois, la question de l'accompagnement voilà. Chez moi, c'est vraiment c'est mon ADN. J'ai toujours fait de l'accompagnement, mais dans d'autres secteurs. Donc j'ai travaillé en agence de com, et puis après en agence média où j'ai été DIRCOM et directrice du développement, et puis après j'ai monté un business qui n'a rien à voir avec tout ça. J'ai monté un business alimentaire que j'ai développé et qui pour moi en fait allie la performance humaine et économique, qui allie en fait ces deux dimensions-là. Et puis j'ai eu un accident de vie et je suis tombée malade et j'ai repensé ce que j'avais envie de faire. J'ai repris des études à 40 ans. J'ai fait un master de conseil en orga et conduite du changement. J'ai travaillé sur des problématiques de diversité à France Télévisions, et puis à l'issue de mon master que j'avais pas encore terminé, j'ai un cabinet de recrutement avec qui j'avais pris contact au moment où je cherchais une mission de fin d'études, qui m'a appelé en me disant on a eu un entretien il y a 1 an, votre profil intéresse ce cabinet de conseil interne d'EDF, etc. Et voilà, et c'était dans le sud de la France. Et c'était une opportunité de partir dans le sud, et puis EDF est une belle maison, et puis ça m'intéressait de voir une grosse organisation. Voilà. Donc j'ai été chef d'entreprise, j'ai été consultante, j'ai été DIRCOM, j'ai été directrice du développement. C'est pour ça que je te disais, c'est la chose dans le fond. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, je fais du conseil, je fais du coaching, je fais du co-développement, je fais des podcasts. Bon. Alors justement, c'est quoi du co-développement? Ah, c'est formidable, c'est exceptionnel le co-développement. Pour moi, c'est une approche très très intelligente d'animation et de montée en compétences de collectif. En fait, c'est une approche canadienne, pardon, qui a été inventée, et je t'assure que c'est pas une blague, par 2 mecs qui s'appellent Champagne et Paillettes, mais c'est vraiment leur nom. Et le co-développement, en fait, c'est une approche qui considère que on peut apprendre les uns des autres par l'expérience, et donc c'est un processus un peu rigoureux de réflexion en commun sur la problématique d'un participant. Avec vraiment, quand je dis un processus rigoureux, c'est-à-dire qu'il y a 6 étapes pour aller questionner la problématique de quelqu'un et être en appui, en aide, en conseil, en soutien, l'aider à clarifier ce qui fait problème pour lui et l'aider à identifier des solutions, mais pour lui. C'est un groupe qui se met au service d'un individu dans des séances de
qui se suivent. En fait, tu as une séance de 3 heures environ. Et voilà, c'est une approche d'intelligence collective qui est extrêmement puissante, qui produit des choses exceptionnelles pour moi en termes de prise de hauteur, prise de recul, résolution de problèmes, développement de la solidarité dans les collectifs, création de liens, sortie d'isolement, justement prévention en termes de santé au travail. Enfin, c'est génial, vraiment. C'est pas de la formation, c'est une approche expérientielle et ça part de l'intelligence. C'est comme si tu avais un problème et que tu pouvais réfléchir avec 6 cerveaux qui ont tous des vécus, des intelligences différentes et que tu puisses te saisir de ça dans un cadre sécurisé. D'accord, ouais, ça a l'air super. Justement, ce cadre, comment ça se lance une séance, je sais pas comment t'appelles ça, une séance de co-développement, et comment tu organises ça, qui vient, quelles sont les problématiques en général abordées? C'est typiquement pour de l'entreprise ou enfin pour un problème entrepreneurial ou pas forcément? Non, pas du tout. C'est pour tout le monde, vraiment. Quand je dis c'est pour tout le monde, ça peut être dans l'éducation, ça peut être. En fait, l'idée c'est d'être dans une forme de parité. Est-ce que c'est clair quand je dis parité? En fait, tu es au sein d'un collectif. Pas forcément. Ouais, c'est ça. Oui. C'est ce que je me disais. Parité, ça parle pas. Je peux être, je sais pas. Dans les entreprises, je peux réfléchir avec des gens qui font le même métier que moi, dans un groupe de co-développement. Mais je peux être aussi enseignante et faire un groupe de co-développement avec d'autres enseignants. Je peux être parent et faire un groupe de co-développement avec d'autres parents, ou pas des parents d'ailleurs. Je peux être ado et faire des groupes de co-dev avec d'autres ados. Et en fait, c'est tout ce qui est un problème, un projet, une problématique pour moi. Je te dis n'importe quoi. Je suis podcasteur, j'ai envie de lancer un deuxième podcast, mais je sais pas bien comment m'y prendre sur tel ou tel sujet. Je me sens un peu coincée. Je sens que j'arrive pas à avancer. Et donc, en fait, tu poses un sujet. Donc, une séance de codev, c'est un groupe de participants d'environ 8 personnes maximum. Ça peut durer entre 1h30 et 3 heures. C'est un temps de respiration. Alors, ça se termine par un temps de production, mais c'est vraiment le pas de côté. C'est vraiment le moment où j'arrête d'être dans le faire et je suis dans le penser, le ressentir. Et c'est en prenant cette respiration-là que j'arrive il y a une très jolie histoire avec un bûcheron sur le fait que si tu t'arrêtes jamais pour aiguiser ta hache, t'as beau continuer à taper, il se passe rien parce que ton outil, voilà. Et ben c'est la même chose. Le co-développement, il va travailler l'oxygène du cerveau, de la réflexion. Et donc en fait, c'est un moment où tu t'arrêtes. Tu es donc 6 à 8 participants, je t'ai dit. Tu te retrouves autant de fois qu'il y a de participants sur le papier. Si j'ai un groupe de 6 personnes, je vais faire 6 séances, a priori, parce qu'à chaque séance, j'aurai ce qu'on appelle un client ou un poseur de questions ou un demandeur différent. Aujourd'hui, c'est Alex. Peut-être que la fois d'après, ce sera Marie-Thérèse qui aura une problématique pour inscrire ses enfants dans une école qui est à 200 km de chez elle. Enfin, peu importe, en fait. Et donc, la personne expose son sujet ou sa difficulté ou son projet. Elle est questionnée par des règles, elle est questionnée, mais avec un cadre un peu précis, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de lui donner des solutions, l'idée, c'est de l'aider à réfléchir. Donc, elle est questionnée avec des questions ouvertes. Quand on dit questions ouvertes, ça veut dire questions qui n'invitent pas à dire un oui ou un non, mais questions qui invitent à aller chercher à l'intérieur de soi. Bon, voilà. Et puis après, elle fait une demande au groupe en disant, bah oui, finalement, avec vos questions, je comprends que moi, ma problématique, enfin, ou mon sujet, ce serait ça. Donc, j'aurais besoin que vous m'aidiez à faire, je sais pas, à bâtir une stratégie ou à me donner des feedbacks pour que moi, j'arrive à résoudre telle ou telle chose. Et puis après, il y a une phase où la personne reçoit et tout le monde lui partage ses idées, ce qu'il a déjà mis en œuvre, ce que ça lui a inspiré, etc. Et puis après, il y a une phase d'apprentissage un peu réflexif où on regarde en disant comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a appris, comment on a fonctionné ensemble, etc. etc. C'est très c'est riche, c'est dense, c'est top.
c'est vraiment une très très belle approche d'intelligence collective. D'accord. Comment le groupe initial de 6 à 8 se forme? Ça dépend de l'intention, c'est-à-dire que dans les organisations, on évite de mettre des gens qui ont un lien hiérarchique parce que ça bride la parole, ça bride les échanges, parce qu'on n'a pas nécessairement envie de se mettre en état de vulnérabilité devant son manager, son compétiteur, son collègue. Enfin bon, voilà, ça dépend. Et donc, c'est pour ça que je te disais un groupe de pairs, c'est-à-dire que quand je parlais d'un groupe de pairs, potentiellement dans les organisations, ça peut être des gens qui font à peu près le même métier, mais qui sont pas en lien direct et qui risquent pas d'avoir de conflit d'intérêts. Ça peut être un groupe de dirigeants, mais ça peut être aussi un groupe de gens qui ont envie de s'entraider. C'est un groupe d'entraide avec une approche un peu spécifique et donc qui sont les membres, en fait, ceux qui veulent. Moi, j'ai rejoint un groupe de co-développement qu'on a appelé le cercle de filles. Enfin, on l'a pas appelé le cercle de filles, mais on l'a appelé le cercle, voilà, qui est sur Marseille. Et on est 6 filles qui n'avons rien à voir les unes avec les autres en termes de métier, mais qui avons une impétence comme ça pour se réunir et aider. C'est ça le désir du CODEF, c'est d'aider quelqu'un en considérant et en constatant que ça aide en fait toujours tout le monde. Mais bon voilà, et on se retrouve tous les mois pour se faire une séance de CODEF. Donc c'est tout le monde. D'accord. Super. Et comment t'as trouvé ces gens-là, ces filles-là? Comment j'ai trouvé quoi? Pardon, j'ai pas entendu. Comment est-ce que tu les as trouvées? Comment est-ce que tu les as rencontrées? Comment est-ce que vous avez formé ce groupe-là? Qu'est-ce qui vous a mis en relation au début? Les filles là du CODEF dont je viens de te parler? Oui. Un meet-up. En fait, j'ai vu un meet-up d'une nana qui a dit je lance un groupe de CODEF. Je lui ai dit je suis certifiée en co-développement, je pratique beaucoup, est-ce que tu as besoin que je t'aide? Mais je la connaissais pas et en fait elle m'a dit pourquoi pas, viens. Et c'était top, c'était chez elle, il y avait une quinzaine de personnes qu'elle ne connaissait pas et moi non plus de fait. Et on a fait des séances de codev et en fait le feeling est bien passé et on a poursuivi. D'accord. Super. Là, ça a l'air très intéressant. Donc, merci de nous avoir parlé de ça, même si le sujet est pas exactement, même si le CODEV, c'est pas exactement le sujet central du jour. Moi, j'aime bien quand mes invités parlent de ce qui les passionne comme ça, et même si ça nous fait dévier un petit peu, c'est Mais top. surtout, tu sais, en plus, et j'ai écrit un article assez structuré là-dessus, cette approche-là d'intelligence collective, pour moi, dans les organisations, elle participe de la prévention du stress au travail. Parce que il n'y a nul espace dans les organisations pour aller parler de cette difficulté, pour aller parler des obstacles ou des problématiques qu'on a. Ça n'existe que très peu. C'est-à-dire que moi, j'anime des groupes d'échange de paroles, j'anime des groupes de partage de pratiques, mais et donc de codev aussi. Et dans le codev, c'est quand même l'endroit où tu peux aller poser ta difficulté, te rendre compte que finalement, tu n'es pas isolé, que les autres vivent la même chose, trouver du soutien, etc., etc. Et ça, pour moi, c'est en lien direct avec la prévention de la souffrance au travail. Si j'arrive à aller, non pas décharger, mais dédramatiser ou réenvisager ce qui fait problème pour moi dans cet espace-là, d'abord, je sors avec un plan d'action parce que les gens vont m'avoir recommandé des trucs auxquels moi j'aurais pas pensé, que je trouve utiles, que je peux prendre, que je peux pas prendre, et je vais pouvoir faire mon travail différemment. Donc c'est vraiment en lien pour moi. C'est de la psychologie d'organisation presque. J'ai dit ça parce que tu parlais de la psychologie tout à l'heure, voilà. Ouais, d'accord. Bon, mais top. Merci de nous avoir parlé de ce processus-là, ce processus de réflexion-là et d'échange, et je trouve ça très intéressant. Si on revenait au thème vraiment de la qualité de vie au travail, ouais. Est-ce que tu arriverais à mettre le doigt sur ce qui a fait que c'est devenu, peut-être que le mot est un peu fort, j'en sais rien, mais que c'est devenu ta mission? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, ou alors peut-être que tu peux nous dire ce que ça te fait ressentir maintenant, je sais pas, mais j'aimerais bien essayer de comprendre ce qui t'a attiré à la base dans ce sujet-là, dans ce domaine-là. Et je pense que c'est marrant parce que c'est intéressant comme question. Il y a presque quelque chose
de l'ordre de la réparation, c'est-à-dire que pour moi, dans mon parcours, enfin, c'est très moi, mais dans mon parcours personnel, l'adaptation à ce qui est normatif, standard, conforme, etc. est compliqué parce que c'est en lien avec ma façon d'être au monde, ma sensibilité, mon fonctionnement cognitif, etc. Voilà. Et donc, Tu chez fais moi, il notamment y a référence à ton profil de slasheuse, c'est ça? ouais, en fait, slasheuse, c'est la conséquence. Le profil initial, voilà, c'est un fonctionnement neurologique et cognitif un peu particulier qui fait qu'en gros, c'était difficile et compliqué pour moi mais pas, enfin pour plein de gens, mais en tout cas, ça a été compliqué et difficile pour moi de trouver ma place et le lieu euh, où je pouvais exercer ou qui m'allait bien. Et en fait, quand je travaille en accompagnement de ces sujets-là, je vais aider là où moi j'aurais aimé être aidée probablement, à comprendre les organisations dans lesquelles on est, à arriver à se décaler pour se vivre mieux dans le travail. Il y a quelque chose de l'ordre de, c'est un peu prétentieux de le dire comme ça, mais je sais que ça contribue à aider et à mieux vivre, parce que je trouve que les organisations sont extrêmement violentes. Et d'une façon générale, je trouve que il y a on vit beaucoup de violence dans nos interactions, dans ce qu'on expérimente, dans le monde, voilà. Et on vit aussi beaucoup de très très belles choses, mais on est souvent heurté ou accidenté parce que les organisations, voilà. Enfin, je dis les organisations, c'est pas que j'ai que ce mot-là, mais l'entreprise peut faire vivre, peut casser, abîmer l'identité professionnelle. C'est fondamental pour plein de gens. Quand ils s'arrêtent de bosser, ils sont plus rien. Enfin, en réalité, ils ne sont pas plus rien, mais pour eux, ils sont plus rien, etc. Tu veux dire à la Et retraite donc, typiquement? ouais, après, le moment où ils s'arrêtent, il y a quelque chose où j'ai existé. Regarde, quand tu demandes à quelqu'un de se présenter, tu lui demandes de se définir professionnellement, souvent, parce que tu vas situer ce qu'il est dans l'exercice de sa profession. Pourtant, on pourrait aller sur sa spiritualité, sur sa relation au monde, mais socialement, en fait, ça fonctionne comme ça. Et en fait, quand moi je travaille, que ce soit en indépendante ou chez EDF, j'expérimente la même chose dans ma contribution. C'est merci de m'avoir aidé à comprendre, merci de soutenir, merci d'avoir permis que on puisse poser les choses. Ah oui, je comprends mieux quel est mon impact quand je suis manager et que je ne sais pas accueillir quelqu'un qui revient de 6 mois de maladie. Je comprends ce que je lui fais vivre, etc. Et donc pour moi, ça n'est que, quand je dis accompagnement, en fait, c'est que de la pédagogie et quand je dis pédagogie, c'est pas la formation, c'est vraiment expliquer concrètement ce qui se passe, arriver. Je fais de la programmation neurolinguistique aussi, je suis certifiée en PNL et c'est arriver à ouvrir, à t'ouvrir, à ouvrir les uns et les autres au monde de l'autre. Et quand je dis au monde de l'autre, c'est pas aux excentricités de l'autre, c'est à la compréhension du monde de l'autre. Pourquoi, si on regarde tous les deux un accident de voiture et que un tiers vient nous questionner, on n'aura pas du tout vu la même chose. Parce que, mais vraiment, enfin, on peut faire l'exercice, etc. C'est des choses qu'on fait. On a une relation à l'objet, aux choses, qui est singulière et qui dépend qui on est. Et donc, il y a un effort d'explicitation, d'accompagnement, de pédagogie. Tu disais, enfin, dans nos échanges tout à l'heure, tu parlais de bienveillance. Bon, en fait, moi, j'ai envie d'être bienfaisante, mais pas bienveillante. J'en ai marre de ce mot de bienveillance.
mais bienfaisante, c'est-à-dire que mon intention, elle est d'aider les uns et les autres, quel que soit l'endroit de l'intervention, à retrouver, à reconnecter avec nos puissances individuelles. Enfin, ça fait un peu ésotérique quand on dit ça, mais pourtant c'est pas ça. C'est vraiment la question de ce qui est précieux chez nous, de ce qui nous met en énergie, en plaisir, etc. Et quand je fais de l'accompagnement à la reconstruction post-burnout, c'est aussi parce que je sais que il y a un risque de rechute qui est très important et que si cet accompagnement-là ne se fait pas, cette réintégration-là ne se fait pas, non seulement potentiellement c'est de la désinsertion professionnelle, mais en plus derrière c'est une vie foutue et la vie de la famille autour et des enfants et bon voilà. Et donc en fait, pour moi, à partir du moment où les choses sont évitables, je n'arrive pas encore à comprendre pourquoi on n'y travaille pas davantage en fait. Ouais. Bon, voilà. Non, mais c'est une belle réponse. Et je comprends d'où tu viens du coup par rapport à je sais pas si le terme sera bon, mais par rapport à cette passion de l'accompagnement et dans tes différents cadres. Ouais, C'est clair. puis c'est vivant, l'accompagnement. Et Oui, tu vas avec l'âme, la substantifique moelle, la sensibilité, les émotions, avec l'humanité, en fait. Pour moi, c'est la rencontre de l'altérité et de l'humanité de l'autre. Mm. d'accord, d'accord. Et je voulais rebondir sur un truc que tu as dit vers la fin là, euh, par rapport à la réinsertion. Je sais plus si c'est le terme que tu as employé, mais c'est celui que je vais employer moi, la réinsertion après un burn-out. Et tu as Ouais, dit les gens ont besoin d'être accompagnés. Et, voilà. Et ça me fait penser à un épisode qu'on a fait il y a un petit moment maintenant sur quelqu'un qui a travaillé avec des prisonniers, avec des personnes ouais, qui ont été condamnées. Et ouais. pareil, on a parlé de réinsertion et en fait, ce qui ressort, qui est important, c'est d'aider les gens à retrouver une vie normale après une condamnation, après qu'il peut être en prison ou pas d'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Et je vois un parallèle assez fort parce que tu as employé des mots qui étaient très proches des siens. Et voilà, et ça m'interpelle toujours quand j'entends des choses qui reviennent comme ça, quand il y a des thèmes qui reviennent, des, des, des motifs qui reviennent. Tu vois. Donc je voulais juste Mhm, le souligner. mhm, mhm. Mais c'est juste, hein, il s'agit de ça, ouais. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que les gens qui ont pas ton expertise, qu'est-ce qu'ils ont tendance à penser quand on leur parle de qualité de vie au travail et quels sont les clichés autour de ce domaine-là? Bon, alors là, il y a un truc qui est hyper dévoyé ces dernières années. C'est les images de Google à son arrivée, le baby-foot, les chiffres happiness officer. Euh, il y a en fait, il y a un amalgame qui est de très mauvais goût à mon sens, c'est que on confond le fait d'être du bonheur au travail, être heureux au travail. En fait, quand on parle de qualité de vie au travail, en réalité, c'est comment bien faire son travail pour soi. C'est la qualité du travail bien fait. Et en fait, ça n'est jamais... ce qui fait la qualité de vie au travail, c'est le plaisir ou la satisfaction du travail bien fait pour soi. Et D'accord. c'est pas... euh, et c'est pas le baby foot, je sais pas quoi. Bon, si la cantine, ça participe. Enfin, en tout cas, l'espace probablement participe, mais les attentes et ce qui fonctionne, c'est vraiment le comment et pas le quoi. Le Ouais. comment je peux faire mon travail, comment, je te disais tout à l'heure, je sais pas, je dis des conneries, mais si ça fait 6 mois qu'on me demande de faire un reporting qui me prend 2 soirées chaque fois parce que ça vient en plus de mon job et que en fait au bout de 6 mois, je découvre que personne n'a jamais ouvert mes fichiers. Je suis reconnue comment? Je sers à Ouais. quoi? Euh, donc c'est le sentiment d'utilité, c'est le sentiment de reconnaissance, voilà. Et donc je pense que les clichés sur la qualité de vie au travail, euh, on oublie en fait le mot travail dedans et on est sur qualité Hmm. de vie. Euh, bah, c'est pas ça. En fait. C'est voilà,
si j'arrive pour prendre un job et qu'on m'a vendu un travail et que je m'aperçois que le travail réel n'a rien à voir, imagine ma déception et imagine ma frustration et imagine ma charge mentale et imagine mon inquiétude si j'ai pas la compétence et en fait à force ça génère un certain nombre de choses qui finissent par être un dysfonctionnement pour moi et puis au final pour l'entreprise. Et c'est ça qui est dommage, c'est que fondamentalement, on devrait se préoccuper de ces trucs-là plus que de tout le reste, parce que ça coûte incroyablement cher aux boîtes. Il y a des coûts directs et des coûts cachés. Bon, voilà. Quand tu dis aux boîtes, tu parles typiquement des boîtes taille EDF où ça commence déjà dès les petites boîtes. Ah mais non, partout. Mais partout. Mais partout. En fait, ce truc de qualité de vie au travail, c'est la relation de l'individu avec son travail. Donc ça, tu peux le mettre dans... Tu sais, il y a eu un documentaire topissime qui était, je crois, sur Arte il y a quelques années, qui s'appelait J'ai mal au travail, il me semble, et qui racontait qui faisait parler des gens justement de leur craquage, de leur burn-out. Et en fait, il est très intéressant parce que tu as des témoignages d'un berger. Qui imaginerait qu'un berger fait un burn-out? Bon, Rebecca, on se retrouve après une pause un petit peu longue. On a été coupé, on a eu des petits problèmes techniques. On a été coupé la dernière fois. Donc, ceux qui te voient sur YouTube et me voient qu'il y a des petits changements de décor, mais c'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes cerveaux. Donc, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, on va reprendre là où on en était en essayant de pas trop rabâcher ce qu'on a déjà dit la dernière fois. Si jamais on se répète un petit peu, j'espère que ça sera pour la bonne cause, sur les choses très importantes. On avait terminé sur tu nous parlais d'un documentaire que tu avais vu et il ressortait une chose, c'est que il y avait par rapport au problème de qualité de vie au travail, il y avait des coûts importants pour les entreprises. Et ce que je te demandais à ce moment-là, c'était est-ce que ces coûts, ils sont vraiment importants typiquement pour les grosses entreprises, donc comme la tienne, comme EDF, les très grosses entreprises, voire, ou est-ce que ça commence déjà avec des petites entreprises qui sont impactées par ces problèmes de qualité de vie au travail? En fait, ça concerne toutes les organisations, parce que quand quelqu'un est arrêté pour un motif lié au stress au travail, à l'anxiété, aux troubles anxio-dépressifs, simplement, d'abord, ça a un coût chiffré, et puis pour le collectif, pour la productivité, pour la coopération, pour les RH, enfin même si on est dans une petite structure où il n'y a pas nécessairement de RH, en tout cas les gens qui gèrent le personnel, c'est également de la tâche en fait supplémentaire, donc il n'y a pas un endroit où ce soit neutre d'avoir des gens qui souffrent d'avoir des impacts financiers liés à la souffrance au travail. Et le documentaire, tu faisais référence au documentaire, juste pour situer, il me semble que ça s'appelle J'ai mal au travail, il était sur Arte ou la 5e, je sais plus, et ce qui était intéressant, c'était de voir que justement, c'est pas dans les testimoniaux, enfin dans les témoignages que tu verras, tu n'es justement pas que sur des gens qui collaborent avec des grosses entreprises. Tu as un berger, tu as un chef cuistot, bon, voilà. Et donc, il n'y a pas d'effet de taille qui annule le coût. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Bon, du coup, imaginons, t'es un chef d'entreprise. Et tu ça m'est arrivé. Donc, ça sera encore plus simple. Oui, je te crois. Et tu commences à te poser la question, t'as des salariés, tu commences à te poser la question, peut-être de manière plus consciente, du bien-être au travail ou le pendant de la souffrance potentielle au travail. Par quoi est-ce que tu commences dans ta réflexion? Sur quoi tu t'appuies pour commencer cette réflexion, pour améliorer ça? Qu'est-ce qui est vraiment fondamental? Qu'est-ce qui est sûr dans ce domaine-là?
En fait, et c'est toujours une espèce de surprise, voire de déception d'ailleurs, enfin en tout cas en premier lieu des gens qu'on accompagne ou qu'on forme sur ces sujets-là. Il y a deux choses qu'il faut intégrer. Il y a une grille de lecture, qui sont les éléments qui mettent les gens en souffrance au travail, ou qui favorisent le bien-être au travail, si on va dans quelque chose de plus positif. Et derrière, il y a ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait, en fait, donc si je suis chef d'entreprise et que je regarde, c'est simplement lié à l'observation et à l'échange. C'est-à-dire que en m'appuyant sur ces éléments qui sont liés à le bon niveau d'autonomie, je pense qu'on a dû en parler de ça, mais le bon niveau d'autonomie, le soutien collectif suffisant ou juste, la relation avec, tu dis chef d'entreprise, donc c'est le patron, le dirigeant, enfin peu importe, en fait, avec le hiérarchique ou la personne qui te manage, de bonne qualité, la charge de travail, l'exigence du travail, le rythme du travail, les capacités que j'ai à décider ou à organiser mon travail. Bon, tous ces éléments-là, qui sont des éléments qui pourraient être réunis dans une grille, je vais aller, si je suis chef d'entreprise, les questionner avec mon salarié, avec ma salariée, en disant comment c'est pour toi, en fait. Comment c'est aussi l'équilibre pro-perso. Est-ce que quand tu rentres à la maison, c'est OK, tu arrives à décrocher ou pas, ou est-ce que tu ramènes les choses? Alors, tu ramènes toujours un peu les choses, mais voilà. Et vraiment, pour moi, il y a quelque chose qui est un peu compliqué quand on n'a pas versé dans ces sujets-là, c'est de faire passer l'idée que l'espace de mise en place du bien-être, c'est déjà un espace d'observation, d'analyse, d'évaluation et d'échange derrière, et d'ajustement ou de redimensionnement avec les besoins et les ressources des salariés. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi, mais si je suis dans une situation familiale, personnelle, dans laquelle j'ai un parent souffrant, un enfant en décrochage scolaire, je sais pas, bref, que mon contexte personnel est très particulier, il y a des chances pour que ma capacité de travail, ma performance soit différente. Et ça s'ajuste et ça se questionne en fait. Et on peut accepter l'idée, en tout cas il faut intégrer l'idée que on n'est pas tous performants de la même façon tout au long de l'année. Et une même personne à deux moments, deux ambiances, deux environnements différents, travaille différemment. Et donc l'idée pour moi c'est d'ajuster aussi le travail. D'apprendre à lâcher sur certaines exigences ou au contraire à les jalonner différemment, etc. Donc je fais ça. Pour répondre à ta question, je regarde ce qui peut faire bien-être ou souffrance, puisque j'avais dû t'expliquer que à la fois ce qui fait souffrance et aussi ce qui fait ressource. Si j'ai le bon niveau d'autonomie, si je suis top dans mon équipe, si mon manager est top, voilà, ça m'irrigue et ça me nourrit. Je regarde ces facteurs-là et après je vais les questionner avec le salarié. Et je questionne aussi ce que sont ses besoins et comment on peut y répondre. Ok. Toi, tu es, comme on en a parlé la dernière fois, tu es quand même à moitié externe, on va dire, et tu m'as dit, t'as insisté sur un point, t'as pas de relation hiérarchique avec les gens avec lesquels tu échanges, tu interagis et que tu aides. Si on prend une petite structure qui peut pas se permettre de faire appel à des gens comme toi, qui ont pas les moyens ou qui ont pas, bon, c'est facile pour le salarié de s'ouvrir à son chef d'entreprise. Enfin, ma question est peut-être un peu bête, mais non, je comprends. comment est-ce que en tant que chef d'entreprise d'une petite structure, par exemple, ou alors d'une structure moins petite, mais peut-être un manager, ou comment est-ce qu'on met en confiance la personne avec laquelle on a cet échange et pour qu'elle s'ouvre, parce qu'on imagine dans certaines choses que tu dis, il y a des choses intimes quand même, et des choses de la vie privée qu'on n'a peut-être pas forcément très envie de mettre sur le devant de la scène dans son milieu professionnel. Donc c'est un peu, voilà, c'est la question qui me vient là. Ouais, en fait, tu dis intime et moi je dirais potentiellement intime, mais très certainement personnel. Oui, ok. Voilà. Mais il y a deux choses. D'abord, tu dis une petite structure, elle n'a pas forcément les moyens de prendre un intervenant extérieur. Moi, je crois que c'est une réflexion. J'ai rien à vendre, mais je pense qu'on sous-évalue vraiment trop le gain et le bénéfice d'une bonne
performance humaine et sociale. Et c'est-à-dire que si je dois investir 5000 balles, je dis n'importe quoi, mais si je dois investir 5000 balles pour être au bon endroit de la relation avec mes salariés, par un travail d'accompagnement de ma posture, parce que pour répondre à ta question, il y a deux endroits. Il y a l'endroit du manager ou du chef d'entreprise qui doit interagir et qui n'est pas nécessairement dans ces postures-là. C'est-à-dire que ça peut paraître idiot, mais l'écoute et l'écoute active, écouter pour ne pas répondre, mais écouter pour comprendre et permettre à l'autre de se sentir entendu, etc. C'est pas quelque chose de naturel, c'est un métier, c'est un travail, c'est une compétence. Et donc, que ce soit en travaillant avec un tiers auprès des salariés, c'est-à-dire en faisant intervenir un tiers auprès des salariés, mais en imaginant qu'à un moment, si tout le monde est au boulot, un salarié qui est absent, je crois que c'est autour de 15 000 balles à peu près par an en coût à minima. Peut-être que ça a du sens, en fait, de se dire que c'est un investissement d'aller, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Parce que je pense que rentrer par le cou, c'est toujours une erreur. Une boîte, elle a des frais fixes, elle paye un comptable, elle paye... Ok, elle choisit, c'est une façon de prioriser ou d'arbitrer. Donc ça, c'est la première chose. Il y a l'endroit, donc il y a accompagner ses salariés, et c'est un coût, ou accompagner le dirigeant ou manager parce que tu as raison, c'est pas évident, c'est pas la posture initiale. En général, on est plutôt dans des approches liées à du pilotage, à du contrôle, à de l'évaluation. Et même si aujourd'hui ça dégueule de formation et de billets d'humeur et autres, enfin, vie autour des soft skills, les compétences de savoir-être, etc. On parle que de ça, mais comme d'habitude, on rentre dedans par la question de la boîte à outils. Et en fait, pour moi, il y aurait un truc pour apprendre à rentrer par la propre écoute de soi, suivre son intuition, arriver à identifier ce qui motive la relation avec l'autre. Enfin, voilà. Donc, il y a deux accompagnements. Tu peux accompagner le collectif, ou tu peux aider le manager ou le dirigeant à voir aussi ou à comprendre ou à prendre conscience de ce qui se passe avec lui quand il est dans l'interaction avec ses salariés et qu'est-ce qu'il sent et qu'est-ce qui le met mal à l'aise et là où il pourrait aller travailler. Et puis après, c'est un truc, si on évacue la question du coût, COUT, et qu'on est juste dans les bénéfices qu'on pourrait avoir et comment on peut progresser soi dans sa relation avec les autres et avec notamment les gens qu'on manage. En fait, moi, je crois que c'est une question de responsabilité personnelle. Si j'ai besoin d'améliorer ou de travailler la communication et que je veux pas me faire accompagner, pour moi, je lis, je regarde des vidéos. Tu vois, je vais apprendre. Il n'y a rien que tu puisses faire juste parce que tu l'as décidé sans acquisition de compétences ou sans au moins, voilà. Ouais, mais clairement, et c'est un peu le but de ma question aussi, c'est-à-dire que est-ce que tu as un conseil à donner avant l'accompagnement ou même s'il y a une procédure d'accompagnement qui est enclenchée, mais ça c'est pas obligé d'arriver le lendemain le jour après avoir écouté notre discussion. Déjà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place tout de suite si tu veux qui commence à faire sens, qui demande pas qui demande juste d'avoir conscience, quoi. En fait, et ça, je pense que ça l'apportait tout le monde, quand tu vas regarder des tests de personnalité, des profils ProcessCom, des profils MBTI, etc., qui sont des choses finalement du coup assez accessibles économiquement. Si ce qui ressort de ton profil et qui te parle, c'est que tu as une difficulté, je dis n'importe quoi, mais que tu es quelqu'un de plutôt contrôlant, autoritaire, que tu as du mal à lâcher, etc., la question que tu peux te poser, et sur laquelle tu peux réfléchir, du coup, si tu as envie d'améliorer ta relation ou ton management de tes équipes, c'est OK, et ça, qu'est-ce que ça peut produire dans le collectif quand j'agis de cette façon-là, qu'est-ce que j'empêche, qu'est-ce que je permets, voilà. Et je suis désolée parce que c'est un peu basique, mais pour moi, ça n'a vraiment à voir avec la prise de conscience et du coup la mise en réflexion et la mise en travail.
Et si demain je décide d'améliorer les choses, je suis chef d'entreprise, je décide d'améliorer les choses, je n'ai pas de budget, ben je vais regarder qui je suis parce que il y a des chances pour que ce que je suis rejaillisse sur mon collectif, etc. Et je m'aide. Et alors après, ben je m'aide. Si je veux pas me faire accompagner, je m'aide en réfléchissant tout seul, en travaillant sur moi, en allant aussi questionner. Je peux trouver plein de bouquins d'animation de collectif pour aller questionner la façon dont mes équipes me voient, ce dont elles auraient besoin. Enfin, tu vois, il y a un truc de mise en mouvement. Et puis même quand tu parles des questions de coût, pour moi, tu sais que je fais du coaching, pour moi, tu peux même prendre une ou deux séances à un moment d'échange en coaching flash, un peu pour identifier ce que pourraient être les difficultés ou les zones dans lesquelles je ne vais pas, où je pourrais aller, où je pourrais amorcer avec mes équipes, juste par le regard du tiers qui va aller questionner professionnellement, en fait, ce qui se passe dans ton management. Ouais. Non, moi la question du coup, je voulais pas forcément la mettre très en avant. Toi, tu l'as bien repéré parce qu'elle est arrivée là. Mais je pense qu'on peut donner deux types de conseils. Et moi, c'est ce que j'entends, c'est se faire accompagner par des professionnels, par un ou plusieurs professionnels comme toi, parce que c'est la solution idéale, je suppose, pour gagner en efficacité, pour gagner en temps par rapport à sa réflexion. Donc ça c'est un premier point. Mais ce que je pense aussi, c'est qu'on peut essayer de donner un ou deux conseils, tu vois, juste pour se lancer, peut-être avant ça, pour mettre un premier pied dedans, quoi. Et ça veut pas dire faire les choses parfaitement, et ça veut pas dire faire les choses de manière optimale, mais voilà, c'est vraiment, c'est plus là-dessus que je voulais m'appuyer. Et après, t'as parlé de ressources, c'est ma question d'après. Est-ce que t'as déjà des ressources à conseiller, donc pour commencer à réfléchir sur soi-même? Donc, tu as parlé des tests de personnalité, ça peut faire partie des ressources, ça peut être des livres, site internet, chaîne YouTube, podcast. Voilà, est-ce que tu as des ressources? Alors, il y a un livre, là, dans ce qui me vient, quelque chose que je trouve très accessible et éminemment intéressant, qui s'appelle Les relations et les jeux de pouvoir, qui a été écrit par un mec qui s'appelle Crève-Cœur, et qui est très intéressant parce qu'on n'est pas nécessairement dans la question des relations de pouvoir dans l'entreprise, on est dans la question de quand j'interagis avec l'autre, de ma façon d'interagir, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux mettre l'autre sous pression, comment j'envoie des messages implicites, comment j'envoie des messages avec une forme de distorsion, qu'est-ce qui se passe? Et je trouve que ce livre, alors je te dis ça parce que c'est une de mes lectures du moment, je pourrais probablement t'en donner plein d'autres, mais qui ont à voir avec la souffrance au travail ou le bien-être au travail, mais qui sont plus conceptuels, alors que ça, je trouve que ça va travailler à l'endroit du soi. Quand je dis à l'endroit du soi, c'est ça nous questionne sur comment on parle avec les autres, comment on pose et on partage le fond de ce qu'on a à dire ou pas, et du coup quand on le fait pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Et je trouve que professionnellement il se passe la même chose que dans la vraie vie, c'est-à-dire que tu interagis avec les autres. Les podcasts, bien sûr, moi je vais recommander d'écouter mon podcast parce que je trouve qu'il est réflexif, parce que je trouve que il questionne sur ce qu'on a fait de sa vie ou ce qu'on en fait. Et moi, je fais pas de frontière entre le perso et le pro, même si les gens mettent un masque dans le pro. Je trouve que quand on travaille au niveau perso, on arrive à faire tomber ce masque et à arriver d'être justement en distorsion entre qui je suis dans la vraie vie et qui je suis dans l'entreprise, qui est une forme de mise en tension. Chaîne YouTube, c'est vrai, je regarde peu. T'es pas obligé de me donner des ressources dans tous les domaines, dans toutes les formes de médias. Déjà c'est top. Redis-nous le nom de ton podcast. On va en reparler juste après, mais tu l'as mentionné, donc redis-le pour qu'on le cherche sans se tromper. Alors c'est Histoire pour les grandes personnes. Histoire au pluriel et pour les grandes personnes au pluriel. Voilà, okay. On est sur un format court. Ok. Et il paraît qu'il aide à s'endormir aussi. Ah bon. J'ai dit, il paraît qu'il aide à s'endormir aussi.
D'accord, donc il a que des avantages. Mais on mettra de toute façon, enfin je mettrai dans les notes d'épisode tout ce que tu viens de recommander. Et ce qu'on fera si jamais tu penses à des ressources qui vont vraiment dans le thème de notre sujet du jour et que tu les as pas dit pendant là tout de suite, tu me les donneras après et je les mettrai dans les notes d'épisode aussi. Donc il y aura peut-être d'autres ressources. Je vous dis à la fin de l'épisode comment les retrouver. Bien, bien. Qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire? Soit pour toi directement, donc ça peut être notamment s'abonner à ton podcast, commencer à l'écouter, s'abonner à ton podcast, mais également éventuellement par rapport à cette cause du bien-être au travail que tu défends aujourd'hui. Alors, bonne idée, hein, l'abonnement au podcast, mais et par rapport à la question du bien-être au travail, en fait, il y a 2 dimensions. Et d'ailleurs, moi, quand je fais des formations, et j'en fais tout le temps sur cette question-là, évidemment, en démarrage, tu demandes aux gens pourquoi ils sont là, en fait, pourquoi ils se sont inscrits, qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Et en général, ils démarrent par quelque chose autour de je veux pouvoir aider, je veux pouvoir détecter dans mon collectif, dans mon équipe. Et puis ils poursuivent par, et notamment quand on termine, par en fait j'ai compris ce qui se passe, y compris pour moi. Et donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Moi je crois c'est apprendre à s'écouter, apprendre à écouter nos signaux faibles quand quelque chose ne va pas. Donc les signaux faibles c'est je suis d'habitude très calme et en ce moment je suis très agitée, j'ai du mal à rendre mon travail dans le bon niveau d'exigence ou d'attendu, alors que d'habitude j'ai pas de problème. Enfin, écouter tout ce qui change chez eux dans leur rapport au travail. Donc il y a vraiment quelque chose, ne pas négliger j'ai mal à la tête tout le temps. J'avais un camarade hier qui me disait je comprends pas ce que j'ai en ce moment, j'ai des migraines très fortes. Et moi, je suis pas médecin, mais moi, je crois que quand je vois comme il est placardisé, qu'il souffre dans son taf, qu'il se sent pas ni reconnu ni valorisé, qu'il est un peu prisonnier, etc. Le corps s'exprime. Donc, je suis pas ésotérique ni rien, mais il faut pas négliger que, en fait, le signal dans le corps précède le reste. Donc, apprendre à s'écouter. Et donc se regarder un peu à distance, et puis s'autoriser quand on est dans une équipe à aller voir quelqu'un dont on sent qu'en ce moment il est comme ci ou comme ça, et à lui demander simplement est-ce que ça va, est-ce que je peux t'aider, est-ce que tu as besoin de quelque chose, comment ça se passe pour toi en ce moment, etc. Travailler le lien. Voilà. Super, super. Bon, on arrive à la fin. J'ai une question un peu pratique et après ma question finale. Comment est-ce qu'on peut te contacter si on veut échanger avec toi sur ce sujet-là, si on veut faire appel à tes services? Quel est ton moyen préféré pour te contacter? Le téléphone. Le téléphone, ok. Et le mail. Et donc je te le donnerai du coup. Ouais. Voilà, dans les notes d'épisode, je vous réexplique à la fin comment les retrouver. Très bien. Bon, avant-dernière question. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et tu penses qu'il aurait mérité qu'on s'arrête dessus? Non, c'est pas que tu me l'as pas posée, mais en fait, pour moi, s'il y avait un truc à retenir, c'est que c'est vraiment très, 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 très fondamental d'être bien dans ce qu'on vit professionnellement. Parce que on n'est pas dans l'immédiateté, mais on est dans quelque chose qui peut abîmer très fortement l'intérieur, et ça vaut pas le coup. Donc, c'est pas que tu m'as pas posé la question, tu m'as posé plein de questions et elles étaient toutes pertinentes et intéressantes, mais il faut pas essayer de mettre le couvercle sur le truc qui est en train de bouillir ou qui est en train de pourrir. C'est important de s'occuper de soi, y compris dans le travail. C'est une vraie ressource, c'est un vrai espace d'identité. Et on peut pas vivre en dichotomie parce qu'à terme, il y a forcément un prix à payer. Très bien, très bien. Bon, j'avais ma dernière question, mais je crois que ce que tu viens de dire, c'est la réponse à ma dernière question. En une phrase, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne après avoir terminé d'écouter cet épisode? Tu veux redire autre chose ou alors je couperai cette dernière question que je suis en train de te dire et on s'arrêtera sur ta précédente réponse. C'est toi qui vois. En fait, ce que je pourrais dire, c'est que tu es acteur de ta vie
y compris de ta vie professionnelle. Voilà. Et n'oublie pas ce truc-là et saisis-t'en. Il y a des choses à faire. Tu n'es prisonnier d'aucun endroit, tu n'es prisonnier d'aucun système, en fait. Voilà. Bon, c'est top. C'est top. Tu as vraiment bien résumé, je pense, ce qui est ultra fondamental pour toi. Donc, merci d'avoir terminé là-dessus. Merci Rebecca pour ton temps, pour nos 2 enregistrements. Merci. Et puis, à très bientôt. Ouais, avec grand plaisir. Merci. À bientôt, Alex.